À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Je vous rappelle que nous poursuivons les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 95, loi favorisant l'équité dans l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance subventionnés dispensés par les titulaires de permis. Cet après-midi, nous entendrons les représentants des organismes suivants: la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Centrale des syndicats du Québec, qui sont avec nous. Par la suite, nous allons entendre le Rassemblement pour la laïcité et nous allons terminer par le collectif Petite enfance. Alors, pour l'heure, Madame, Messieurs, bienvenue à la Commission. Je vais vous demander de vous présenter. Vous allez avoir une période de 10 minutes au total pour votre présentation et par la suite, nous allons échanger avec les parlementaires. Alors, le temps est à vous. Oui, merci. Donc, Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, accompagné de ma collègue de la FIPEC, je ne nommerai pas au complet, de la Fédération des intervenantes, donc Anne-Marie Belrose, et des collègues conseillers. Écoutez, avant de nous attarder là, au projet de loi et ses fondements, je veux juste vous rappeler quand même que pour la Centrale et aussi sa Fédération de la petite enfance, il y a 5 principes qui nous ont toujours guidés dans nos missions, nos valeurs, des positions très claires que tous les enfants du Québec doivent avoir des chances égales d'accéder à des services de qualité, un développement de l'enfant qui fait partie des responsabilités de l'État, des services éducatifs à la petite enfance qui ne sont pas des commodités marchandes, qu'il faut assurer des conditions de travail décentes à tout le personnel du réseau de la petite enfance, et c'est encore plus vrai dans le contexte de pénurie actuelle. Puis j'ajoute aussi qu'à travers notre histoire à la CSQ, nos fédérations et les affiliés, on a toujours fermement soutenu la déconfessionnalisation du système d'éducation en général, donc de la petite enfance à l'enseignement supérieur, et le caractère laïque, donc de tous ces milieux-là, et la neutralité religieuse. Donc, c'est important de le préciser. Fait noter, bien sûr, on est d'entrée de jeu, là, on veut saluer la volonté donc, du gouvernement, avec le dépôt du projet de loi, de favoriser une plus grande mixité. On pense qu'au Québec, la mixité sociale, c'est un des éléments fondateurs, fondamental pour favoriser donc autant l'accès que la progression des jeunes à travers l'ensemble de leur développement. C'est un rôle fondamental dans la construction de notre société et c'est souhaitable dans tous les milieux d'éducation, comme on l'a mentionné, de la petite enfance à l'enseignement supérieur. Et on répète encore une fois que globalement, le gouvernement gagnerait à tenir une grande réflexion de l'éducation au sens large, donc pour nos enfants au Québec, pour être capable justement d'avoir ces réflexions-là. Ça, c'était le bon côté. Je dois mentionner par contre que pour la CSQ et sa fédération, la priorisation des enfants en situation de vulnérabilité est malheureusement un rendez-vous manqué. On pense que le gouvernement devrait aller encore beaucoup plus loin afin de prioriser réellement leur intégration. Plusieurs recherches ont démontré l'effet que ça peut avoir donc, dans un contexte de vulnérabilité et ayant donc des besoins particuliers. Les catégories d'enfants qui bénéficient le plus de la fréquentation d'un service éducatif de la petite enfance de qualité, ce sont ces enfants-là. Et donc, dans ce sens-là, on a quelques recommandations parce qu'on pense que c'est un peu trop limité. On pense que le ministère devrait publiciser la mesure qui donne des places gratuites aux enfants dont les parents sont prestataires de l'aide de dernier recours. On pense aussi qu'on doit élargir la mesure d'exemption pour les enfants de 0 à 6 ans, d'augmenter de façon notable des allocations pour les enfants issus de milieux défavorisés, alloués aux sommes, bien sûr, et aux responsables des services de garde milieu familial sur la même base du calcul, encourager, faciliter davantage l'émergence de projets et enfin que le ministère de la Famille utilise un indice de défavorisation représentatif de la petite enfance. Je vais laisser ma collègue continuer. Merci. Anne-Marie Belrose, présidente de la FIPEC-CSQ. Merci aux parlementaires de nous recevoir aujourd'hui. Je tiens quand même à souligner que j'ai été éducatrice 20 ans dans un CPE, donc le quotidien, je le connais très bien. Mes propos se concentreront principalement aujourd'hui sur 2 aspects précis du projet de loi, la question des enfants ayant des besoins particuliers et le transfert de la responsabilité vers les bureaux coordonnateurs pour l'évaluation de la qualité. En premier lieu, l'inclusion des enfants à besoins particuliers est un sujet de première importance pour nous, mais aussi pour l'ensemble des collègues de l'éducation. Le réseau des services éducatifs à la petite enfance est le premier maillon du système de l'éducation et nous savons à quel point il est primordial de donner à tous les enfants des bases solides pour leur permettre de se développer, de réussir à l'école et dans la vie.
Nous savons aussi qu'il y a des enfants à besoins particuliers de plus en plus nombreux dans notre réseau et que les ressources ne suffisent pas à combler leurs besoins, malheureusement. Cette situation engendre une surcharge de travail et de l'épuisement chez nos intervenants. Nous sommes d'avis que le projet de loi aurait dû aller beaucoup plus loin sur la question et que tous les enfants ayant des besoins particuliers puissent bénéficier d'un financement nécessaire à une inclusion harmonieuse. Il est important de se rappeler que la refonte du financement pour l'accueil des enfants à besoins particuliers n'a pas été à réaliser et que l'allocation destinée à leur intégration n'a pas été bonifiée ni indexée depuis plusieurs années. Selon nous, il est temps de retirer le seuil maximal d'enfants pouvant recevoir l'allocation, et ce tant en CPE qu'en milieu familial régi et subventionné. Finalement, nous sommes aussi convaincus qu'avec suffisamment de ressources, nous éviterons d'épuiser les équipes éducatives et que les services éducatifs à la petite enfance favoriseront le développement optimal des enfants. C'est un investissement qui profitera à l'ensemble du système d'éducation, pas juste à notre réseau de la petite enfance. En deuxième lieu, c'est une surprise que nous avons constaté de voir dans le projet de loi qu'on pouvait proposer de permettre au ministre de confier à un bureau coordonnateur l'évaluation des services de qualité pour nos RSE, nos responsables en milieu familial. Cet ajout législatif suscite de nombreuses préoccupations et questionnements. Il pourrait entraîner plusieurs effets négatifs pour nos RSE. Nous sommes d'avis que les grandes priorités dans les décisions de mise en place d'un processus doivent toujours prendre en compte les éléments suivants: impartialité, harmonisation et respect des particularités du milieu familial. Il faut mettre en contexte qu'en vertu de la loi sur les services éducatifs à l'enfance et dans ses règlements, les bureaux coordonnateurs exercent principalement des rôles de soutien et de surveillance auprès de nos RSE, et ces rôles doivent être appréciés en fonction de leur statut de travailleuse autonome. L'évaluation de la qualité et l'inspection de conformité sont deux choses bien différentes. Dans le cas où les bureaux coordonnateurs se verraient attribuer le rôle d'évaluation de la qualité des RSE, il nous semble qu'il serait impossible pour les BC de dissocier entièrement leur rôle de surveillance. Nous anticipons que les évaluateurs, influencés par leur connaissance des RSE et de tous leurs dossiers, transforment l'évaluation de la qualité en une inspection de conformité. Les autres dossiers traités pour les RSE viendraient nécessairement teinter l'évaluation de la qualité. D'ailleurs, depuis plusieurs années déjà, nous dénonçons le manque d'harmonisation des pratiques dans les bureaux coordonnateurs. Il existe autant de pratiques qu'il y a de bureaux coordonnateurs. Mais en ce qui a trait au processus de l'évaluation de la qualité, celui-ci devrait être standardisé pour assurer que l'acceptation des conclusions soit bien reçue. Il ne faudrait pas tomber dans le piège de reproduire un processus qui a des lacunes par son manque d'harmonisation. Il faut aussi penser que les RSE ont besoin d'avoir confiance envers leur bureau coordonnateur, car elles sont appelées à leur demander du soutien lorsqu'elles en ont besoin. Donc, le lien de confiance est primordial. Il faut aussi se rappeler que dans les CPE, le processus d'évaluation est fait par une firme externe, des évaluateurs qui sont formés avec des instruments de mesure bien définis. Pour nous, les deux secteurs doivent avoir des processus semblables selon leur réalité. La qualité, peu importe le milieu, doit être neutre, impartiale et confidentielle. En conclusion, pour s'assurer de l'efficacité du guichet, nous sommes d'avis qu'il devrait y avoir un processus d'évaluation où les CPE, les RSE et les parents soient consultés pour s'assurer de l'efficacité, mais aussi de la protection des données personnelles. Puis, en terminant, là, quelques petits éléments, notamment celui du respect des conventions collectives quant à l'accès prioritaire aux services du CPE. On sait que depuis plusieurs années, l'accès du CPE pour les salariés négociés entre les parties est conventionné, donc dans les CPE syndiqués, dans le respect donc, de la loi, et les ententes dûment négociées en force de loi. Ce que vient faire le projet de loi, il vient modifier unilatéralement par l'entreprise donc de cette loi-là. Et le ministère de la Famille, dans ce cas-ci, va contrevenir justement à un bon nombre de conventions collectives. On pense qu'elle doit être respectée. C'est pour cette raison-là qu'on demande donc que dans l'article 36 du projet de loi, il y a une disposition, tout simplement, qui est pour objectif de conserver les droits de négocier dans les conventions collectives.
Et comme je le disais, je tiens à rappeler que la CSQ est fermement convaincue que l'investissement massif d'un État dans les services publics et les programmes sociaux, c'est le modèle à consolider et à développer pour assurer l'égalité des chances. Le bien commun, c'est d'ailleurs démontré, bien sûr, un meilleur climat social et c'est démontré dans beaucoup donc, de recherches. On partage les objectifs de mixité sociale en petite enfance recherchés par le gouvernement du Québec. Mais comme vous le voyez, autant dans notre mémoire que ce qui a été présenté, oui, par moi, mais aussi par ma collègue, il y a un certain nombre de choses qu'on aimerait voir modifiées pour améliorer ce projet de loi et, ultimement, améliorer le réseau. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, on va entamer la période d'échange avec les parlementaires. Je me tourne du côté de la ministre de la banquette gouvernementale. Vous avez 16 minutes 30 secondes. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, l'objectif de consultation particulière, c'est de bonifier, de pousser la réflexion. Alors, il y a un gros travail qui a été fait. On le voit par l'ensemble de vos recommandations. Alors, merci beaucoup pour cette contribution. Je vais commencer en vous rassurant parce qu'il y a un règlement qui est adopté et pour la priorisation, par exemple, des enfants des employés, des fratries, tout ça, c'est maintenu. C'est entièrement maintenu. C'est vrai que vous ne le retrouvez pas dans le projet de loi 95 parce que c'est un autre règlement, mais ça demeure protégé. Donc, il n'y a rien là, qui ira à l'encontre des conventions collectives. Donc, je voulais vous le mentionner parce que c'est des éléments qui sont importants. Alors, on met beaucoup d'énergie à négocier ces conventions collectives. Alors, c'est pour les respecter. Alors, j'aimerais particulièrement m'attarder à la recommandation 15. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on s'est beaucoup posé la question au niveau de la recommandation 15, à savoir dans le guichet, parce que tout ça va être dans le guichet, dans la véritable liste d'attente. Donc, est-ce qu'on devait dire, par exemple, que si quelqu'un avait une place subventionnée en installation, alors on priorisait les gens qui n'avaient pas de place subventionnée. On n'a pas mis les responsables de services de garde exactement pour ne pas créer ça. Puis là, je vous raconte mon histoire personnelle de ma petite fille, Alicia. Ma fille obtient une place en milieu familial. Son objectif, c'est d'aller dans un CPE. Elle se dit, je vais aller en place familiale en attendant. Puis quand j'aurai une place en CPE, je vais y aller. Alors, le phénomène qui est arrivé, elle a sa place. La petite est très heureuse. Elle adore son milieu de garde en milieu familial. On lui offre une place en CPE et elle n'y va pas parce que sa fille est très heureuse en milieu familial. Alors, on se disait, mais si on inclut ça, ça va provoquer l'inverse, c'est-à-dire les gens vont dire, on ne va pas aller en milieu familial parce que ce qu'on voudrait, à l'ultime, c'est avoir une place en CPE. Mais force est de constater que ça répond aux besoins de au moins 72 000 enfants au Québec là, qui sont très heureux en milieu familial. Alors, puis qui prennent la décision d'y rester parce que c'est un service de garde qui répond à leurs besoins. Alors là, vous l'avez comme perçu à l'inverse, puis on s'est beaucoup posé la question parce que notre objectif, c'était justement de ne pas discriminer les places en milieu familial. Alors là, je vois que la perception a été tout autre. Et puis c'est pour ça que je me sers de cet exemple-là. Fait que j'aimerais ça, en tout cas, qu'on puisse discuter, voir. Notre objectif, c'est vraiment de s'assurer là, qu'on ne discrimine pas ces places en milieu familial subventionnées qui sont extrêmement importantes. Puis tant qu'à y être, je vais tout de suite vous poser aussi la question pour que vous me parliez un peu là, de votre recommandation 14 au niveau d'élargir le chevauchement des arrivées et des départs pour les responsables de services de garde en milieu familial. Alors peut-être un peu plus m'expliquer votre recommandation pour que je la comprenne mieux. Oui, mais en fait, aussi, je me permets d'ajouter qu'au niveau des conventions collectives, en ce moment, il y a des conventions qui permettent que, par exemple, une salariée grand-parent puisse avoir priorité pour son petit-enfant. Donc, ce droit-là sera perdu avec la nouvelle classification puisque ce n'est pas l'enfant de la salariée. Donc, c'est cet élément-là qu'on souhaitait souligner, c'est que c'était au-delà de l'enfant de la salariée. Pour ce qui est de la recommandation 15, en fait, c'est une recommandation qu'on avait déjà nommée. C'est qu'on ne souhaiterait pas qu'un enfant qui fréquente un milieu familial en ce moment, on le voit comme justement une place temporaire. Pour nous, c'est si on a une place en milieu familial, régie subventionnée ou en installation, on devrait perdre notre priorité puisqu'on a une place de qualité dans le réseau. Mais là, on crée comme un bassin temporaire puisqu'on leur dit, vous avez une place en milieu régie subventionné, mais vous gardez quand même votre priorité parce que ce n'est pas dans une installation,
c'est dans un milieu familial. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a traité Mais ça vous cette inquiète recommandation. pas que des gens n'acceptent plus de place en milieu familial en disant, si j'accepte la place en milieu familial, je n'aurai pas de place. C'est un peu ça. Je me suis posé exactement la même question que vous. Notre objectif, c'était de ne pas le discriminer. Puis là, on s'est dit, mais si on dit ça, ils vont dire, ah, je n'irai pas en milieu familial, je vais attendre d'avoir une place en CPE. C'est parce Alors que quand on le découvre, on l'adopte. Effectivement, c'est souvent une impression qu'on a, mais le fait qu'on ait une place, le parent choisit si oui ou non, il veut être contacté par une RSE. Donc, le processus étant différent, je ne pense pas, mais on ne pense pas, en fait, que le fait de choisir un milieu familial, le parent va dire « Oh non, j'irai pas », au risque de ne pas avoir de place, puisqu'il va rester sur la liste d'attente s'il décide d'aller. Donc, il n'est pas perdant d'aucune façon d'accéder au service. Donc, vous l'ajouteriez à ce moment-là comme étant... OK. Parfait. Exactement. Et pour la recommandation 14, en fait, c'est que le chevauchement est prévu dans les installations, là, donc pour permettre une zone, j'appellerais ça tampon, mais peut-être que, Josiane, tu pourrais compléter. Là. Bien, on voit en fait que ce qui a été fait par le projet de loi, c'est d'élargir justement la portée aux garderies non subventionnées. Donc là, on s'était dit, mais pourquoi à ce moment-là, on n'élargit pas aussi au RSE qui offre un service d'horaire atypique? C'est sûr que c'est pas un nombre impressionnant, mais il reste que... Atypique, OK. C'est ça, c'était plus dans ce type de rôle, soit atypique, mais aussi, on a plusieurs RSE qui vont offrir un service de jour, un service de soir, qui n'est pas nécessairement en vertu du nouvel ajout du service atypique. Fait que parfois, ils ont des petites difficultés là, à faire coïncider les deux horaires. Fait qu'on s'était dit pourquoi pas le faire autant au RSE qu'à l'ensemble du réseau. Très intéressant. Ouais. Merci. Alors, il y avait aussi d'autres éléments au niveau, par exemple, de la transparence de la liste d'attente. C'est sûr que je vous donne des renseignements en même temps parce qu'on travaille avec le guichet unique, donc ce que vous ne pouviez pas nécessairement savoir parce qu'on ne retrouve pas tout à l'intérieur du projet de loi. Mais ce qu'on va retrouver, c'est un indicateur de rang lié à l'âge où sont les enfants. Donc, évidemment, ce n'est pas l'indicateur de rang pour entrer, par exemple, au CPE, la frimousse, mais c'est le CPE, la frimousse pour les enfants, par exemple, dans le cas d'un poupon ou dans le cas d'un 3-4 ans. Alors, ça va être un indicateur de rang qui va apparaître à ce moment-là. Je voulais juste vous donner l'information supplémentaire là, au niveau du fonctionnement, au niveau du guichet tel qu'on le voit. Excellent. Merci. Bien, c'est sûr qu'on est à l'état embryonnaire de la situation, donc on avait toutefois le souci que le parent n'est pas... pense qu'il voit, je suis troisième, donc ma place arrive bientôt, mais que dans les faits, le troisième va fluctuer puisque l'enfant va grandir, le besoin du parent. Donc, c'était notre souci simplement de mentionner que cette transparence devrait apparaître dans le guichet. OK. Votre recommandation 12 aussi m'intéresse particulièrement. Que les CPE et les milieux familiales reconnus subventionnés puissent évaluer l'efficacité du guichet. Ça va me permettre aussi de donner une autre information supplémentaire. Dans le déploiement du guichet cet automne, on veut le faire de façon séquentielle, justement pour pouvoir s'assurer qu'autant nos responsables de services de garde en milieu familial que nos CPE aient un moment pour travailler. On a déjà fait des tests, on travaille déjà avec eux de façon constante, mais pour s'assurer justement qu'on évolue avec l'efficacité du guichet. Donc, on va le faire de façon séquentielle. Même chose pour les parents aussi. Il faut que ça soit plus convivial, clair pour les parents au niveau de l'information. Alors, ça, c'est une information que je voulais vous donner. Au niveau des bureaux coordonnateurs, vous avez soulevé beaucoup d'éléments qui font partie des questionnements. Je dois vous dire que notre intention dans le projet de loi, c'est un début. On va devoir s'asseoir, travailler ensemble pour justement voir comment on peut faire pour avoir une méthode efficace qui tient compte de la qualité, de l'impartialité. Vous avez nommé des éléments extrêmement importants qui doivent être conçus dans le cadre de mettre en place, par exemple, avec les bureaux coordonnateurs, un système d'évaluation. Est-ce que c'est un bureau coordonnateur qui va visiter un autre? Ou à ce moment-ci, c'était juste d'ouvrir cette possibilité-là pour travailler, pour pouvoir plus
rapidement évaluer aussi au niveau des milieux familiaux, parce que c'est long, le processus d'évaluation, on le constate, et on a beaucoup de milieux familiaux, donc on veut s'assurer effectivement de ne pas créer ce que vous mentionnez, du double mandat qui pourrait créer un lien qui brise la confiance et tout ça, mais en même temps, se donner des outils pour qu'on puisse faire l'évaluation. Puis on se rappelle que cette évaluation-là, puis on le dit pas assez souvent, n'a qu'un seul objectif, pas un bulletin puis pas une note, l'amélioration de nos services de garde. Une amélioration continue, c'est ça l'objectif. Alors, vous avez souligné beaucoup d'éléments sur lesquels on va devoir revenir dans l'ensemble, parce que le projet de loi, c'est vraiment juste pour pouvoir partir les discussions. Effectivement. Bien, merci des spécificités. C'est pour ça qu'on trouvait très important aussi pour nous de vous mentionner l'ensemble de nos préoccupations, puisqu'on ne voudrait pas voir des RSE fermer leurs services parce qu'elles craignent l'évaluation de la qualité qui arrive, mais aussi le partage du résultat. Parce que oui, on vise une amélioration éducative, mais dans le contexte d'un milieu familial, c'est une personne qui offre un service. Donc, enlever la notion de personnalisation sera très certainement un défi, et assurer la confidentialité aussi, puisque tout comme le guichet à une certaine époque, on mentionnait, on ne voudrait pas avoir l'adresse résidentielle parce que l'on parle d'une personne dans sa maison qui soit divulguée publiquement. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est beaucoup de préoccupations. L'évaluation, c'est un moment dans la vie d'une RSE. Donc, il faut qu'il soit vraiment très représentatif de sa réalité. Mais là, je vais vous demander de l'aide, par exemple. Comment on peut faire pour répondre à la fois au principe du parent qui veut connaître l'évaluation? Parce qu'on a eu les deux positions dans nos... on a eu, oui, il faut absolument qu'on voit clairement l'identification puis l'évaluation qui a été faite. Puis on a eu non, il ne faut pas l'avoir. Ou dans votre cas, on a entre les deux quelque chose de plus régionalisé. Alors, je me dis, comment on peut faire pour s'assurer qu'on répond à la fois à ce besoin du parent d'être assuré pour le milieu de garde dans lequel il va choisir d'aller, donc en toute transparence, puis le respect de ce que vous soulignez, qui est tout aussi important, justement, de cette confidentialité-là, et qui, dans le cas des milieux familiaux, devient effectivement facilement identifiable. Je vais le dire comme ça. En fait, à l'étape où on est, nous aussi, on est dans la réflexion. On savait que cette évaluation allait arriver. On souhaite être partie prenante, justement, des discussions pour s'assurer de la façon que ce sera déployé. Mais c'est surtout, justement, les grandes valeurs qu'on voulait rapporter. Et par la suite, on pourra, je pense, se pencher sur les éléments plus techniques et administratifs. On ne voudrait pas tomber dans, justement, un palmarès comme les écoles, on veut voir. Une RSE, elle a des visites de conformité, elle a sa reconnaissance, elle est encadrée par un bureau coordonnateur. Donc, déjà là, on a une preuve de qualité. Donc, on travaillera ensemble, assurément, pour s'assurer de respecter ces grandes balises. Avec plaisir. J'allais juste ajouter, et c'est toujours notre façon de faire lorsqu'on se présente en commission parlementaire sur tous les projets de loi. Vous savez, quand il y a cette notion-là de se dire que la ministre concernée, après coup, là, va consulter puis va déployer, on a toujours quand même des petites craintes. Imaginons n'en ayez pas. Imaginons que vous ne soyez plus là, vous qui êtes bienveillante, là. Hein? Bien, c'est pour ça qu'on veut le dire. Et si on est capable de l'inclure dans la loi pour davantage de le baliser, bien ça nous permet, nous autres, d'être plus capables de dire, OK, au moins, on est certain d'aller dans la bonne direction de consultation, pour ne pas qu'il y ait une décision unilatérale qui soit prise. Comme je le dis, il peut arriver toutes sortes de changements dans la vie. Là. Merci. Merci, Madame la ministre. Alors, on va poursuivre avec la députée de Châteauguay. Il reste 3 minutes 40. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour votre mémoire également. J'ai eu la chance de le parcourir. Je voulais juste aussi vous donner une information. Quand le guichet unique a été rapatrié au ministère en novembre 2022, rapidement, on a fait des consultations auprès des parents. C'était des consultations ouvertes. Même ça l'a paru là, sur les plateformes du ministère, les réseaux sociaux. Donc, on invitait toutes les familles à venir, puis on avait vraiment des consultations un peu partout au Québec, autant
dans des endroits plus urbains que des endroits plus régionaux, afin d'avoir le pouls un peu de ce qu'on peut améliorer tout ça. Donc, je voulais juste vous rassurer à ce niveau-là qu'il y a des belles consultations qui ont été faites, mais également au niveau des assos, là, pendant plus de 2 ans, il y a des réunions qui ont été faites dont j'ai pris part. Donc, je voulais juste vous dire que le nouveau portail a été pensé et fait aussi avec les informations qu'on a récupérées avec ces consultations-là. Donc, comme Madame la ministre l'a nommé un peu plus tôt, le déploiement séquencé aussi va permettre que le nouveau portail s'assure de bien répondre aussi là, aux besoins. Donc, je reviens, vous avez parlé aussi vous avez souligné la notion d'équité et de mixité, là, comme quoi que vous l'avez applaudi dans le projet de loi. Par contre, un peu plus loin, vous mentionnez, là, en fait, la défavorisation, à la recommandation 6, que le ministère de la Famille utilise un indice de défavorisation représentatif de la petite enfance. Donc, je comprends bien que vous aimeriez peut-être que les enfants socio-économiquement plus défavorisés soient mis de l'avant. Je vais répéter une question que j'ai posée à un groupe hier. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va s'éloigner à ce moment-là du principe de mixité sociale au sein des CPE et des milieux de l'enfance? Bien, en fait, c'est qu'au niveau justement de la défavorisation, je vais revenir à mon parcours. Quand j'ai commencé au CPE, c'était le code postal. Donc, on ciblait des milieux et là, on versait une subvention pour le CPE en milieu défavorisé. Au fil du temps, ça a évolué et là, on est rendu à l'aide de dernier recours. Le CPE où moi, je travaille, c'est un CPE de 2 installations dans le même bâtiment. 2 étages, un en haut de l'autre. Les parents d'aide de dernier recours utilisaient un service sur une installation ou dans l'autre, ce qui a fait qu'au bout de l'année, une installation avait la subvention pour enfants défavorisés, mais pas l'autre installation. Et pourtant, on est au même endroit, on accueille les mêmes familles, on donne les mêmes services, mais on n'a pas l'accès à la même subvention. Donc, il faut revoir justement cet indice-là pour s'assurer qu'on ne lie pas aux revenus du parent, ni non plus au code postal, parce que l'enfant qui fréquente le service ne vient pas nécessairement du bassin près du CPE. Donc, on veut revoir un indice. Lequel est le meilleur à ce stade-ci? Je ne pourrais pas me prononcer, mais je pense qu'il faut vraiment se pencher. Et si on donne les ressources avec une défavorisation, on atteindra une mixité avec des services où on pourra combiner les enfants qui arrivent avec une vulnérabilité, pas nécessairement économique non plus, mais une vulnérabilité sociale et favoriser la mixité quand même si on donne plus facilement accès au réseau, puisque c'est ces enfants qui bénéficient le plus dans leur développement d'avoir fréquenté nos services. Je comprends. Merci beaucoup. C'est bon. C'est... Merci. 3 secondes, 2, 1. C'est fini. Alors, mais on va poursuivre la discussion avec la députée de Westmount-Saint-Louis. Vous avez une période de 9 minutes 54 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage ainsi que pour votre mémoire très intéressant. Je trouve la question de ma collègue intéressante parce que moi aussi, je voulais avoir plus une élaboration de comment vous voyez l'indice de défavorisation. Est-ce qu'on suivrait peut-être le modèle qu'on a déjà dans le réseau scolaire? Est-ce que vous avez fait cette évaluation? Parce qu'on est face à un moment où nous pourrions vraiment l'intégrer. Alors, ce serait là que vous devez nous aider à arrimer quelque chose qui répond à vos besoins. Si je peux me permettre, la CSQ ayant quand même une excellente expertise dans le monde scolaire, là, oui. On y a pensé, on a eu ces discussions-là, mais c'est certain que l'IMSE, donc ce qui est utilisé dans le scolaire, ne peut pas vraiment s'appliquer. Pour toutes les raisons qu'on connaît, notamment, puis ça a été dit, là, la notion de code postal, hein, c'est, je veux dire, à un moment donné, lorsque l'école, on applique ça, bien, les jeunes viennent du territoire. Puis encore là, je veux dire, je parlerai à mes collègues du réseau scolaire, puis ils vous diraient, il y a des éléments qui ne fonctionnent pas, les poches de pauvreté dans un milieu plus aisé, qui vient à ce moment-là un peu déséquilibrer la cote de défavorisation. Nous, ce qu'on pense, c'est justement de réfléchir. Dans ce cas-ci, on pense être capable de faire des analyses, avec vous pour trouver la meilleure solution. Ce qu'on dit, pour l'instant, c'est que ce qui est sur la table devrait changer. Pour l'améliorer, parce que je pense que ma collègue a été éloquente là-dessus,
sur le fait qu'il faut être en mesure, pour atteindre une réelle mixité, il faut être capable justement de trouver cette façon-là qui n'est pas celle qui est utilisée présentement. En parlant de mixité puis l'équité, je vous entends moi aussi, l'idée est bonne. Vous savez sans doute que la cause des enfants avec des besoins particuliers en est une qui me préoccupe énormément. Puis j'aime entendre que ça devrait être de première importance. Ça me touche vraiment en mon cœur. Mais selon vous, parce que vous avez utilisé une terminologie, l'inclusion harmonieuse. Puis là, j'ai vos recommandations 7 et 8. C'est quoi une inclusion harmonieuse? Que devons-nous faire pour assurer ceci? Vous avez sans doute entendu lors des auditions de la commission, je reçois des lettres crève-cœur des parents, malheureusement, qui sont exclus ou leurs enfants sont exclus du réseau, pas parce qu'on n'a pas de la bonne volonté, pas parce qu'on ne le souhaite pas, mais parce qu'on n'a pas nécessairement les facteurs, les éducatrices qualifiées qui peuvent nous aider. Fait que c'est quoi une inclusion harmonieuse? Puis mettons, dans votre réponse, si vous pourriez faire référence aussi à le seuil de 50 %. Bien, en fait, c'est que pour nous, l'inclusion, ce n'est pas que augmenter l'allocation ou donner une subvention. Pour nous, l'inclusion, pour qu'elle soit justement harmonieuse, elle doit être accompagnée de mesures d'accompagnement, de mesures de soutien et, bien sûr, du financement. Mais ce n'est pas tout de donner des sous. Il faut aussi savoir à quoi vont servir ces montants, parce qu'en ce moment, oui, il y a une certaine reddition de compte, mais ce n'est pas nécessairement dédié. Je suis maman d'enfants à besoins particuliers aussi, 2 garçons. Mon premier garçon avait un retard de langage au CPE, donc en tant que parent, je suis allée faire une demande de subvention. Donc, ce n'est pas le CPE, la responsabilité incombe aux parents. Et pour nous, ça aussi, c'est un enjeu, puisque c'est le service qui doit prendre en charge cet aspect-là et ne pas relever du parent. Des fois, on se dit, bien, mon enfant, il n'y en a pas de besoin particulier, il y a juste un petit défi, un petit retard, mais ça met un frein déjà à la communication. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on le voit de collaboration, mais aussi d'investissement, d'énergie financière, mais surtout de temps, parce qu'on ne voudrait pas justement que l'enfant soit inclus, mais qu'après un certain temps, on se rende compte, bien, malheureusement, on n'a pas les moyens, les ressources pour le garder avec nous. Il y a beaucoup d'éléments qui viennent avec un enfant de besoins particuliers. Nos intervenants disent on veut en accueillir plus, mais on a besoin d'aide parce qu'en ce moment, on n'a pas d'aide et c'est très difficile. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on souhaitait indiquer le harmonieux. Il y a des CPE qui ont beaucoup d'éducatrices spécialisées. Il y a des CPE qui n'en ont pas du tout. Donc, ça aussi, c'est un élément qui a un impact sur l'inclusion des enfants. Et pensons à nos RSE en milieu familial qui ont droit à une seule subvention. Ils accueillent les enfants des fois poupon et rendu à 3 ans, il a son diagnostic. Ah, j'ai déjà un enfant avec un besoin. Malheureusement, cet enfant-là, je ne pourrais pas avoir la subvention, donc je ne pourrais pas lui donner le service. C'est pas qu'elle ne veut pas l'avoir, l'enfant, la RSE, mais elle dit je n'ai pas les moyens, malheureusement, de lui donner tous les outils dont il a besoin. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on le nommait. Si on veut sincèrement respecter un seuil de 50 % est-ce que ça veut dire que nous avons besoin d'une ratio d'éducatrices spécialisées, un peu comme nous avons dans le réseau scolaire? Oui, effectivement, ça prend un investissement de ressources, assurément, et des ressources qui ne dépendent pas d'une subvention. Parce qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est j'ai, par exemple, 10 enfants à besoins particuliers, j'ai tel montant, et bien rendu au mois de juillet, j'ai plus de subvention. Qu'est-ce que je fais? J'abolis le poste et l'éducatrice spécialisée quitte. Donc, comment on veut garder nos ressources dans notre réseau si on ne peut pas leur assurer des conditions de travail et minimalement pas un emploi précaire? Alors, la pérennité, je vous entends. Hier, on a entendu avec le FSSS-CSN, on a parlé un peu de dépistage. C'était mon cas. C'était le réseau qui m'a aidé à dépister mes enfants. Je savais bien qu'il y avait quelque chose, mais dans le fond, c'était comme le premier pas, ce type de dépistage puis accompagnement. C'est l'agir tôt. C'est le but de agir tôt. Ils ont fait une recommandation que j'ai trouvée vraiment intéressante. Je veux savoir si vous êtes en accord avec ça aussi. Ils ont fait un genre de consultation puis une proposition au réseau de santé d'avoir un genre de porte d'entrée qu'on peut faire un type de dépistage pour recevoir ou avoir accès à une somme d'argent pour faire ce type d'accompagnement. Encore une fois, je me base beaucoup sur le réseau de l'éducation parce que je connais bien un code 99 pour un enfant qui vient à l'école. Ça vient quand même avec de l'argent avant qu'on ait un diagnostic parce que je ne suis pas psychologue, psychiatre. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait aussi?
Oui, ben en fait, pour nous, il faut revoir le principe complet, justement. C'est pas, le parent ne devrait pas avoir à faire une demande. Lorsqu'il y a un dépistage, on a accès aux services de santé. On l'a déjà vu par le passé avec des places protocoles, par exemple, où on avait des ententes avec les CLSC pour accueillir des enfants qui arrivaient, même parfois, qui étaient dans aucun réseau. Puis justement, le CLSC était la porte d'entrée. Mais il n'y avait pas nécessairement de service, par contre, qui accompagnait l'accueil de cet enfant. Donc, un partenariat, très certainement, avec le réseau de l'éducation aussi, pour l'enfant dans son passage à l'école, parce qu'on ne veut pas tout recommencer lorsqu'on arrive en maternelle 5 ans. Donc, il faudrait revoir l'ensemble, je pense, du partenariat possible avec le système de santé. Agirto est un élément qui se déploie dans certaines régions très bien et dans d'autres plus difficilement. Donc, comment arrimer les deux éléments, je pense qu'on pourrait se pencher. J'aimerais juste ajouter, là, un des éléments que j'ai mentionné dans mon ouverture, c'est cette grande réflexion en éducation. Parce que, vous savez, ce que vous venez de nommer là ne se réglera pas dans un projet de loi comme celui-là. Hein, quand on parle du réseau scolaire, que vous connaissez bien, quand on parle du réseau de la petite enfance, puis là, on ajoute réseau de la santé, bien ça veut dire qu'il faudrait, là, au Québec, être capable d'asseoir tout ce beau monde-là ensemble, puis de se dire... Voilà qu'est-ce qu'on fait de 0, on va dire qu'un couple de jours, là, jusqu'à l'enseignement supérieur. Et là, présentement, c'est un des problèmes. Et ce n'est pas à coup de projet de loi, malheureusement. Des choses qui aident, on l'a mentionné, mais il faut aller plus loin. Puis je pense que ce que vous nommez là nous dit très bien qu'effectivement, ce que nos collègues de la CSN disaient, on peut avoir des propositions comme ça, mais encore plus loin, il faut que les réseaux travaillent ensemble. Ce n'est pas une question de projet de loi, c'est une question de processus, de réseau, de procédure, de structure. Je ne suis pas contre d'avoir un autre table de consultation, surtout si on va avoir des recommandations, mais seulement si ça va aboutir à quelque chose, parce que... Toujours. En CSQ, on veut toujours que ça aboutisse à quelque chose. Voilà. Vous parlez aussi de retirer le seuil maximal d'enfants pouvant bénéficier. C'est quoi le seuil maximal pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils comprennent c'est quoi la réalité dans le réseau? Oui, en fait, dans les CPE, c'est 20 des enfants qui peuvent bénéficier de l'allocation. Donc, ça dépend des places au permis, mais pensons à un 80 places, par exemple. Donc, c'est 20 16 enfants qui peuvent en bénéficier. Et pour nos milieux familiaux, c'est un seul enfant. Parfois, une dérogation quand c'est dans la même famille, mais ce n'est pas un phénomène qu'on voit beaucoup dans nos milieux. Donc, il ne devrait pas y avoir de seuil. Il y a un enfant, avec un diagnostic, mais pensons aussi à ceux qui n'en ont pas. Des fois, un retard de langage, un retard de développement va mener à un diagnostic plus tard, mais en petite enfance, des fois, ça tarde à arriver, donc il faut absolument le voir globalement. Puis comment cette seuil va avoir un impact sur l'autre seuil de 50 Est-ce qu'on peut les harmoniser? Parce qu'on parle de le 50 de priorisation, mais là, on est limité avec le 20 Oui, bien, effectivement, je pense qu'il va falloir le voir dans sa globalité. Et l'enfant, lorsqu'il entre à la pouponnière ou à la RSE Poupon, il va rester dans son milieu, évoluer. Et pourquoi on arrivera à un 50 à un moment donné? On va avoir trop d'enfants diagnostiqués. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur retirer leur place. Donc, je pense qu'il ne faut pas le voir en chiffres, mais plus le voir à l'humain et au tout petit qui évolue dans le service tout en continuité. Merci beaucoup. Prochain bloc de questions va venir du côté de la députée de Sherbrooke et vous avez un 3 minutes 18 secondes. Merci, Madame la Présidente. Donc, est-ce que vous nous appelez à retirer le seuil maximal de 50 de priorisation? En fait, pour les enfants à besoins particuliers? Non, pour les 6 critères là, qui sont prévus dans le projet de loi. En fait, notre recommandation pour le 50 c'était plus de l'élargir, mais pas nécessairement de le retirer pour quand même avoir un aspect là, de mixité. OK. Puis, ça nous a été recommandé de peut-être mettre un seuil plancher aussi, parce que là, en ce moment, il pourrait être de 0 aussi. Des CPE pourraient décider de ne pas utiliser aucun de ces critères-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? Bien, en fait, pour nous, on devrait toujours penser à un enfant, une place. Donc, on ne devrait pas mettre de critères nécessairement. Oui, il faut encourager, il faut s'assurer que les enfants qui, parfois, ne pensent pas à fréquenter le milieu, pensons à des familles où les parents ne travaillent pas, ils peuvent se sentir jugés de dire « je vais aller utiliser une place en service pour une famille qui, eux, travaillent ». Mais est-ce qu'on se pose la question, est-ce que je vais envoyer mon enfant à l'école? Non. Alors, pourquoi on se pose la question, est-ce que je vais envoyer mon enfant en service éducatif? Eh bien, pour nous, c'est un enfant, une place.
Quand on aura des places pour chacun des enfants, je pense que les seuils ne seront plus nécessaires. Absolument. Mais donc, pour nous, c'est vraiment plus largement. Bien, moi, je suis d'accord avec vous que quand on atteindra ce jour où il y aura une place pour chacun des enfants et même assez de place pour que les gens puissent choisir leur type de milieu, on sera ailleurs, mais ça va prendre une couple d'années. Puis le vérificateur général avait quand même identifié qu'il y avait un écart important dans l'accès. Là, les enfants défavorisés sont sous-représentés. Là. Fait que c'est pour ça que je vous demande un peu. Puis la FEC nous avait invité à réfléchir à mettre un seuil minimal, au moins pour les parents étudiants. Il n'y avait pas abordé spécifiquement les familles les plus défavorisées, mais moi, je vous soumets la réflexion. Là, est-ce qu'on devrait en mettre un seuil minimal pour des clientèles particulières? Mais en fait, je pense que s'il y a un seuil minimal, il va falloir aussi faire la promotion du service auprès de ces familles, parce que pour l'instant, le fait que les enfants ne le fréquentent pas, ce n'est pas non plus nécessairement qu'il n'y a pas de place, mais plutôt la peur du jugement d'intégrer le réseau. Parfois, ils ne savent pas. Pensons aux nouvelles personnes immigrantes qui ne pensent pas à accéder à nos services. Donc, est-ce qu'un seuil est une solution? Je pense que la question devrait se poser. On n'a pas nécessairement de position précise par rapport à un seuil minimum, mais il faut faire la promotion. C'est plus dans cet esprit-là où on le dit. Il y a plusieurs familles qui ne savent pas que quand ils sont sur l'aide de dernier recours, ont accès gratuitement à nos services. Donc, déjà, faire la promotion de cet élément-là assurerait qu'il y aurait plus d'enfants dans le réseau. Et par la suite, un seuil minimum lorsqu'il y aura un engouement, j'ai envie de dire, pour les familles défavorisées, mais il faut clairement leur faire une place. OK. Merci du temps. 30 secondes. Oui. Je vais revenir peut-être sur l'indice de défavorisation que vous avez abordé tout à l'heure. Donc, je comprends que c'est pas nécessairement quelque chose que vous voulez voir intégré au projet de loi. C'est une réflexion plus générale là, que vous souhaitez voir pour le financement des CPE. C'est pas une attente que vous avez pour un amendement au projet de loi. Bien, en fait, on n'a pas d'indice précis à suggérer à cette étape-ci, mais oui, on souhaiterait qu'il y ait des travaux, que ce soit indiqué qu'il y ait des travaux pour qu'une défavorisation précise à la petite enfance soit travaillée pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. On termine avec le député des Îles-de-la-Madeleine pour une période de 3 minutes 18 secondes. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre mémoire qui est très, très intéressant. Et puis, on ne pourra pas l'aborder dans 3 minutes, mais je vais vous dire d'abord que la recommandation 1, on y souscrit complètement. L'exercice concernant la mixité sociale, bien, il faut que ça déborde le secteur de la petite enfance au reste du réseau de l'éducation. Vous avez parlé quand même considérablement, et puis c'est bien, vous avez insisté sur les enfants qui vivent dans un contexte de précarité socio-économique. Vous avez parlé aussi des besoins particuliers de certains enfants, mais dans les critères, actuellement, on ne voit pas d'obligation pour les CPE ou pour les RSG de les choisir. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant? Bien, en fait, pour nos RSE, elles ont le choix de leur clientèle. Donc, elles pourraient, si elles le souhaitaient, favoriser uniquement, par exemple, une clientèle défavorisée. Pour ce qui est des CPE et des installations, en fait, les critères qui sont établis, comme je le mentionnais tantôt, c'est un enfant, une place pour nous. Donc, ce qu'on indique dans nos recommandations, c'est d'élargir pour s'assurer de leur donner plus accès à nos services et justement de ne pas penser à un parent doit aller travailler, je dois lui trouver une place. Donc, l'enfant vulnérable, si son parent ne travaille pas, devrait aussi avoir là. Mais en attendant, le vérificateur général, par exemple, nous disait qu'il va falloir regarder ça, l'évolution de cette mesure-là, parce qu'on pourrait se retrouver sans aucun gain pour ces enfants avec des besoins particuliers ou dans une catégorie particulière. Le guichet unique, vous voyez ça comment? Là? Parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui nous ont dit la place 0,5 ans, ça fonctionne pour certains. Vous voyez ça, je sais que vous avez exprimé certaines inquiétudes, là, mais peut-être nous en faire part. C'est sur le plan technologique, sur le plan des coûts ou sur le plan de la transparence ou autre chose que vous avez certaines préoccupations? En fait, il y a les deux éléments. Certaines de nos RSE nous parlaient, par exemple, qu'ils accueillent des familles nouvellement immigrantes et le parent a de la difficulté à s'inscrire au guichet. Donc, il y a un aspect technologique. Il y a un aspect aussi de technique qui doit être évolué. C'est sûr que pour nous, c'est pas notre spécialité, le guichet, puisqu'on ne l'utilise pas, nos RSE, oui, mais on veut quand même s'assurer que dans la refonte, ce soit facile, efficace et surtout des données protégées parce que justement, il y a des informations très sensibles. Et qu'on puisse l'évaluer pour pouvoir corriger les failles s'il y en a, si je comprends bien. Advenant que ça ne fonctionne pas bien dans un ou l'autre des réseaux, qu'on puisse le nommer. Une dernière petite question. L'article 37, vous en parlez, on n'en a pas parlé dans les échanges. Là. Est-ce que vous ne craignez pas justement là, qu'il y ait
un exode de certains milieux ou une espèce de catégorie, en fait, de système à deux vitesses qu'on pourrait créer en disant, bien, si vous souscrivez aux règles de mixité et ainsi de suite, c'est bien. Sinon, vous décidez de ne pas être subventionné puis de créer des espèces de ghettos pour la petite enfance, bien, allez-y, vous avez amplement le droit de le faire. Est-ce que ça, c'est une préoccupation pour vous? En fait, on l'avait mentionné qu'on ne devrait pas permettre de ne pas répondre aux critères. L'ensemble des milieux devrait être régis par les mêmes critères. Donc, on devrait l'appliquer à tous, qu'on soit subventionné ou pas. Vous pensez que c'est possible de le faire, même si le gouvernement ne les subventionne pas directement, ces milieux-là? Pour nous, c'est certain dans CSQ que c'est un réseau. Un réseau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui termine cette audition. Mesdames, Messieurs, votre rapport à nos travaux est vraiment importante. Alors, bon retour à la maison. Je vais suspendre quelques instants, le temps de recevoir le prochain groupe.